Mbotengeko. Aujourd'hui, nous réalisons un nouvel épisode de l'émission intitulée Sujet qui fâche. L'objet du jour sera: que penses-tu de la situation des ressortissants d'Afrique subsaharienne qui se font maltraiter dans les pays maghrébins? La situation est catastrophique. La situation est vraiment déplorable. Parce que quand vous voyez comment ils se font maltraiter, c'est tout simplement inacceptable. Lorsqu'ils passent dans la rue, les autochtones crachent à leurs pieds, ils se bouchent le nez, ils les chassent à coups de pierre. Parfois, il y en a qui sont retenus en esclavage. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas effectué un certain temps de travail, pour des individus, on ne vous relâche pas. On ne vous relâche uniquement que lorsque vous avez fini d'effectuer le travail demandé. Donc, sans compter encore qu'il y a d'autres personnes qu'on dépouille de leurs biens et qu'on abandonne dans le désert. Donc, c'est une situation qui est totalement inacceptable, catastrophique. D'accord. Et pour vous, en fait, quelles seraient les solutions à donner pour que les subsahariens soient un peu plus respectés dans les pays du Maghreb? Moi, je pense que c'est un problème d'ordre diplomatique. Je pense qu'il faudrait que nos dirigeants améliorent leur diplomatie. Parce qu'on a une diplomatie qui est totalement faible et faible. Il n'y a pas de diplomatie. Parce que lorsque vous voyez que vos concitoyens sont maltraités dans des pays étrangers, comme c'est le cas, mais c'est là qu'on doit faire jouer la diplomatie pour que ces choses-là cessent. Mais quand vous regardez la diplomatie des pays d'Afrique subsaharienne, c'est zéro. Faible et faible. Totalement faible. D'accord. Mais selon vous, nous devrions pas, est-ce que nous ne devrions pas faire preuve de réciprocité quand on voit que nos ressortissants sont maltraités dans les pays du Maghreb, qu'on en fasse de même chez nous? Réciprocité. Si c'est par le biais de la violence, moi je dis non. Il y a d'autres moyens de faire les choses. On pourrait par exemple les expulser. C'est-à-dire que si il y a la maltraitance de nos concitoyens dans les pays du Maghreb, ce que nous pouvons faire, s'il n'y a pas d'intervention à partir de ces pays-là, de la part des chefs d'État, de la part de la justice de ces pays-là, ce que nous pouvons faire dans nos pays à nous, on peut les expulser. Appliquer la réciprocité, non. S'il s'agit d'appliquer la réciprocité par le biais de la violence, moi je dis non. Il y a d'autres solutions autres que la violence. Si les ressortissants d'Afrique subsaharienne se font maltraiter au Maghreb et qu'il n'y a aucune intervention au niveau de ces États-là, moi, la solution la plus adéquate serait d'expulser les ressortissants maghrébins qui sont en Afrique subsaharienne. En situation régulière ou pas, vous les expulsez, vous les renvoyez chez eux. Il faut faire jouer la diplomatie. Parce que quand vous montrez que vous êtes totalement faible, on ne vous respecte pas, vous êtes dominable. Donc dans la diplomatie, vous aussi, vous devez montrer à votre adversaire que vous êtes fort. Donc si eux, de leur côté, ils maltraitent, vous, visa ou pas visa, situation régulière ou pas, dans l'avion, chacun chez soi. Il faut faire jouer la diplomatie. Mais il y a d'autres moyens de mettre des pressions, monsieur Hugo. Par exemple, on sait que dans les pays d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de commerçants libanais. Les Libanais détiennent beaucoup de commerces en Afrique subsaharienne. Ne pourrions-nous pas, par exemple, mettre des pressions ou fermer certaines entreprises du Maghreb en Afrique centrale pour leur mettre les pressions sans forcément passer sur le cas d'expulsion? Parce que quand on parle d'expulsion, derrière c'est toute une logistique. Et je pense qu'aujourd'hui les pays africains n'ont pas forcément les moyens adéquats qui leur permettraient d'expulser dans des bonnes conditions des gens, du moins des ressortissants d'autres pays. Que pensez-vous de ça? Le problème est que, au niveau de ces entreprises-là, tous ces gens-là qui créent des entreprises sont soutenus par nos gouvernements, par nos dirigeants. Et souvent, nos dirigeants ont tendance à sacrifier leur peuple au profit de ces étrangers et de leur entreprise. Donc, le problème est très complexe. Parce que d'un côté, comme vous dites, ces entreprises qui rapportent de l'argent,
à ces politiciens-là. C'est vrai que quand on voit les autochtones, ils n'en bénéficient pas vraiment. Et en plus, ils se font des fois, parfois, maltraités par ces Libanais ou par ces étrangers. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau de nos dirigeants. Il y a une forme d'hypocrisie et de laisser aller. Parce que comme ces entreprises-là travaillent directement avec le gouvernement et que le gouvernement mange et prenne de l'argent derrière le dos de ces entreprises, alors c'est difficile. Maintenant, vous voyez que le problème, il devient complexe. Donc, à un moment donné, il faut choisir son camp. On ne peut pas travailler avec ces entreprises-là et prendre leur argent et demain se retourner contre eux. Il faudrait choisir. Maintenant, la majorité de ces dirigeants-là, ils n'ont jamais servi les intérêts de leur peuple. Ils ont toujours travaillé avec tous ces margoulins qui viennent installer des entreprises. Ils profitent pour manger leur argent. Donc, moi, je pense que là, il y a toute une structure à refaire. Mais dernièrement, on a vu aussi une vidéo qui tournait sur Internet où on voyait une jeune femme africaine ligotée, se faisant en fait brûler les fesses à l'aide d'un briquet dans un pays en fait encore du Maghreb. Je pense que ce pays-là, si on devait l'identifier, devait être sûrement le Liban ou les pays de cette zone-là. Que pouvez-vous dire en fait de ces actes de barbarie faits à l'encontre des Africains, ou surtout des Africaines qui sont des femmes? Ce sont des actes avec une grande immoralité. Vous savez bien que la femme donne la vie. Une femme doit être protégée. Une femme enfante. Donc je suis désolé. Aller brûler les fesses d'une femme prouve bien la sauvagerie, la barbarie, l'immoralité, l'inconscience de ces personnes-là. Voilà ce que moi j'en pense. Donc c'est des personnes. Les personnes qui font ça sont des personnes inconscientes, barbares, sauvages et immorales. Mais dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est réellement le plus choquant? Est-ce en réalité les actes barbares en elles-mêmes ou en fait comment est-ce que je pourrais dire ça? L'indifférence de nos dirigeants en fait. Parce que j'ai pas vu en fait beaucoup de dirigeants africains parler de cet acte-là et surtout de s'indigner par rapport à ça. Mais les deux. Je ne pense pas qu'on voit tous les jours des femmes en train de se faire brûler les fesses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter ça? Vous imaginez un peu? Maintenant, l'indifférence totale de ces dirigeants-là, elle est choquante, oui et non. Oui et non. Parce qu'on sait très bien que tous ces dirigeants-là n'ont jamais servi l'intérêt de leur peuple. Donc, c'est choquant, oui et non. C'est choquant parce qu'il s'agit quand même d'êtres humains. Parce que dans ces pays-là, même les chameaux sont mieux traités que les ressortissants d'Afrique subsaharienne. Même les chameaux sont choyés. Hein. Vous savez comment ça se passe là-bas. Mais quand vous voyez qu'on traite des humains comme ça, et qu'on reste dans l'indifférence, c'est choquant. Mais bon, venant de nos dirigeants, moi, il n'y a plus rien qui me choque. Hein. Donc c'est choquant, oui, mais à la fois, non. Découvrissimo. On va maintenant aborder une question sociale. Donc, concernant la communauté, il y a beaucoup de gens, généralement, qui disent qu'on est plus beau ou plus belle lorsque on a un teint plus clair ou moins sombre. Comment perçois-tu cette chose-là? Bon, les personnes souvent qui disent ce genre de choses, on voit déjà dans leur attitude qu'il y a un problème psychologique. Le problème, c'est que ces gens-là, souvent, font encore ce que j'appelle du déni de soi. C'est-à-dire qu'ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Par exemple, bon, souvent, moi, je l'entends dire souvent, je l'ai souvent entendu dire plutôt. Les gens, en fait, quand tu leur demandais, par exemple, quand on parlait d'une personne, que ce soit des filles ou des garçons, ils disaient: ah ouais, mais lui, il est beau, ou elle est belle.
mais elle serait plus belle si elle était claire. Ça prouve premièrement que on a intériorisé des clichés, des codes, en fait, qui dénigrent la couleur sombre, en fait. On est le seul peuple au monde qui n'accepte pas, en fait, ce que l'on est, au niveau culturel, au niveau identitaire, au niveau même de ce que l'on incarne. Les gens n'aiment pas ce qu'ils sont. C'est pour ça que vous voyez que l'industrie aujourd'hui des crèmes éclaircissantes est aussi exponentielle. Pourquoi? Parce que derrière, les gens ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. L'homme noir aujourd'hui a un vrai problème d'identité. Ce problème d'identité, bon, pour ceux qui font un peu d'anthropologie ou de la sociologie, ça va pas de ce que ça vient. C'est dû aux répercussions mentales que l'esclavage et la colonisation ont apporté à l'Afrique et à l'homme noir. Aujourd'hui, malheureusement, notre communauté a été complètement déracinée et on l'a rendu, la communauté noire en fait n'est plus en phase avec elle-même en fait, avec sa propre image. Et ce que l'on voit en fait, c'est que le peuple noir essaie de ressembler à autre chose qu'elle-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple noir est le seul peuple qui a du mal à se développer dans tous les domaines quasiment qui existent. Parce que premièrement, on n'est pas en fait en phase avec ce que l'on devrait être. Alors que quand un peuple est en phase avec ce qu'il est, vous voyez qu'au niveau du développement économique et autres, les effets se voient directement. Vous voyez les pays arabes, ils sont développés avec leur principe par exemple, islamique. Vous prenez l'Arabie Saoudite, vous prenez le Qatar, Madrid, ils ont du pétrole. Mais ils ont mis en avant leur culture. Avec l'argent du pétrole, vous voyez par exemple les Qataris construisent des belles mosquées, des très belles mosquées. Que font les Africains avec les matières premières qui sont les leurs? Ils construisent des tours, comme quoi? Comme New York, comme Londres. C'est-à-dire que vous voyez que déjà, premièrement, culturellement parlant, l'homme noir a un complexe. Après, ceux qui parlent au niveau de la peau, ça va encore au-delà. Parce qu'on a réussi à créer dans l'imaginaire de l'homme noir que la beauté, ou du moins les standards de beauté, devaient ressembler le plus à celui d'Occident, en fait. Ou du moins à celle des nations qui dominent, ou des peuples qui dominent. C'est-à-dire que les peuples qui sont clairs, qui sont blancs. Ça, en fait, ces gens-là intéressent ce genre de choses. Et comme souvent, malheureusement, c'est dans les familles que ce genre de choses est instauré, souvent vous entendez dans certaines familles des mamans ou des papas dire « Ah, surtout les mamans, comme toi, t'es noir, il faudra en fait que tu te maries avec une femme qui est claire ou avec une blanche. Comme ça, tu vas nous amener des enfants métis. » C'est-à-dire qu'intérieurement, pour les gens qui sont fragiles d'esprit, ils intériorisent ce genre de choses et qui font que soit c'est cela en fait qu'on entraîne, bon je ne vais pas dire qu'on ricane sur eux, mais les gens en fait contre qui on se moque souvent à cause de leur couleur de peau, c'est les premiers ou les premières à aller s'acheter des crèmes éclaircissantes. Après pour ceux qui sont fragiles de l'esprit encore plus, ils vont intérioriser ce genre de choses et vous les verrez, ils ne pourront pas se mettre par exemple avec des femmes noires. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'ils voudront répondre, on va dire, à l'idéal que les parents leur ont demandé. Si votre mère, si vous êtes proche de vos parents par exemple, si votre mère vous demande d'avoir un enfant qui est clair, et vous désobéissez un peu à ces injonctions, c'est-à-dire que vous saurez que vous avez déçu vos parents. Et le fait de cette déception-là, certaines personnes, on va dire, n'acceptent pas, ou du moins, ouais, n'acceptent pas, de décevoir leurs parents. En fait, à partir de là, ça crée beaucoup de troubles au niveau social. Ça fait qu'on arrive avec des frères ou des sœurs qui n'arrivent pas à se caser avec des membres de la communauté pour cette raison-là. Et qui fait que vous entendrez après plus tard ouais mais moi je peux pas mettre avec un blanc non je peux mettre avec un black pour telle raison. Ouais je préfère rester avec un blanc parce que les blancs ils sont plus ils sont plus doux que vous. Il y a vraiment il y a des légendes après qui se font à partir de ça. Parce que les gens après ils sont obligés de sortir, ils sont obligés de créer des comment est-ce que je pourrais dire ça? Des chimères pour en fait valoriser ou du moins pour accréditer leur choix. Parce qu'ils ne sont pas en phase avec eux-mêmes. Et comme en réalité, on fait du déni de soi, comme on fait du déni, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se regarder droit dans les yeux, dans la glace surtout, on n'arrive pas à se regarder droit dans la glace, donc on est obligé de sortir des excuses pour faire accepter cette chose-là. Et c'est là que vous voyez dans la communauté, beaucoup de gens aujourd'hui se disent « Ah mais moi je vais me mettre avec une bague tout ». Après il y en a qui vont dire « Ouais c'est du choix personnel ». Mais le choix personnel souvent c'est lié à l'éducation. Si aujourd'hui vous vivez en Afrique, autour de vous, il n'y aurait que des femmes noires. Vous ne pouvez pas dire que votre modèle, votre critère de standard, c'est une blonde aux yeux bleus. Vous n'avez jamais connu ça. Et souvent, l'homme apprécie simplement ce qu'il connaît. Ou ce, du moins,
ce qu'on lui met, ce qu'on lui projette devant ses yeux pour lui donner comme modèle de référence la chose en question. Et aujourd'hui, le grand problème de la communauté, c'est que les standards qui nous ont été imposés sont les standards de la colonisation. On sait très bien que les métis avaient plus de droits pendant l'esclavage que les hommes noirs. Donc cet idéal-là est resté, a persévéré durant le temps, malgré qu'on a été décolonisé, malgré il y a eu l'abolition de l'esclavage. Mais le problème, c'est que l'abolition de l'esclavage s'est faite de manière physique, et elle ne s'est jamais faite dans les têtes. Et ça, c'est le problème. C'est que dans la tête, aujourd'hui, de beaucoup de personnes, la colonisation et l'esclavage est resté dans leur tête. Et à leur manière de parler, vous sentez que cette personne-là est encore colonisée, est encore esclave dans sa tête. Et ça qu'aujourd'hui, le peuple noir, en grande partie, a du mal à sortir de plusieurs situations socio-économiques à cause de ces problèmes-là. Parce qu'il y a la division après, à partir de ça, qui gangrène un peu notre peuple. Et concernant la couleur de peau, on nous qualifie de noir, et les Basanés ou les Africains eux-mêmes se qualifient de noirs. Négorismo, je vois que vous avez porté un t-shirt noir, et je vois votre couleur de peau. Est-ce que le mot noir est approprié? Et comment juges-tu ce mot-là, noir? Et comment te qualifierais-tu, toi? Pour répondre à cette question, est-ce que je me qualifierais premièrement de noir? Bon, vous savez que quand on fait un peu d'anthropologie humaine, il faut savoir que le mot noir est utilisé à toutes les personnes, on va dire, de base sociale au niveau de l'Occident. À une certaine époque, les noirs n'étaient pas simplement les personnes qui venaient d'Afrique. C'était simplement toutes les personnes qui n'étaient pas socialement élevées dans la société. Qui n'étaient pas, on va dire, d'une classe sociale élevée. Et est-ce que moi, je me représente en tant que noir? Je ne me représente pas selon ce que le colonisateur ou le colon m'a défini. Ma définition, c'est celle que mes ancêtres avaient. Déjà, premièrement, je reprends les codes idéologiques de mon peuple, et mes anciens n'appelaient pas l'homme plutôt en fonction de sa couleur de peau, mais plutôt à partir de sa conception mentale et de la manière dont il voyait les choses. Chez nous, par exemple, l'homme est défini comme Muntu. Mais en aucun moment, nos anciens sont attribués un nom en fonction des couleurs de peau. Même par exemple chez nous, par exemple du Congo. Ceux qui parlent Lingala, Kikongo, je sais pas, Chiluba ou Kiswahili. Le terme souvent qu'on utilise pour parler des gens qui sont clairs ou des gens qui sont blancs, arabes, blancs, chinois ou autres, on utilise le terme Mundele. Mais Mundele par exemple ne veut pas dire noir. Non, ne veut pas dire blanc, excusez-moi. Mais ça veut dire une personne inachevée, inaccomplie. Dans la conception morale des choses. C'est-à-dire que ça va au-delà en fait de la question de la couleur. C'est-à-dire que dès que vous comprenez ça, vous voyez en fait que dans notre philosophie, dans notre paradigme, cette chose-là n'a jamais existé de définir un homme selon sa couleur. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que moi aujourd'hui je peux me définir selon ce que les codes occidentaux, je dois me définir selon ce que mes ancêtres étaient. Sinon dans ces conditions-là, je suis encore dans l'aliénation et je suis encore dans la colonisation mentale et l'esclavage mental. Donc si je veux sortir de ça, je dois déjà premièrement balayer et rayer toutes ces questions-là en fait qui ont été mises.